Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre est complexe. Que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospères, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast Style et stratégie par moi-même, Marie-Ève Medza, entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeurs humaines. Rejoignez Style et stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bonjour, bienvenue à Style et stratégie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très, très important, pour ne pas dire fondamental. C'est mon troisième pilier, c'est les entrevues d'embauche et l'importance de tout le processus d'embauche avec les nouvelles personnes. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est eux qui vont représenter votre salon, qui vont représenter vos valeurs, qui vont vivre avec votre mission dans le cœur. Alors, il faut vraiment bien les choisir. Et si je peux me permettre, donc personnellement, ça fait 17 ans que j'ai le salon, qu'on a le salon actuel, là, le MEDS. Avant ça aussi, j'ai été gestionnaire dans un autre salon, j'étais très jeune. Et des erreurs d'embauche, des erreurs d'accueil, des erreurs de base, j'en ai fait plus souvent qu'à mon tour. Et à chaque fois, j'ai le même constat. Quand ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, c'est presque systématiquement relié au processus d'embauche. Donc, autrement dit, c'est de ma faute. mais bon, donc le processus d'embauche doit se faire relativement lentement. Il y a une citation en anglais qui va dire « hire slowly, fire quickly ». J'essaie, bien sûr, quand j'engage quelqu'un, je pars pas en tête en me disant au pire, ce sera terminé. C'est sûr que non. Mon but premier, c'est que la personne elle reste avec nous jusqu'à sa retraite. Puis, pas souvent, mais parfois, je leur dis même, j'espère vraiment qu'on va rester ensemble longtemps. Et le processus d'embauche, il est un peu plus long que peut-être dans d'autres endroits. Par contre, c'est pour tenter de s'assurer qu'au maximum, ce soit un match. Faut qu'on s'aime. Faut que, je veux dire, on passe tellement de temps dans un salon de coiffure ensemble, on est comme tous dans la même pièce. Si on engage des gens qui ne conviennent pas à nos standards, avec qui on s'entend mal, avec qui la relation est tendue, ça va être excessivement difficile sur plein de plans. Ça peut être difficile psychologiquement parce qu'on sait que c'est tiraillé avec quelqu'un. C'est pas facile. C'est pas parce qu'on n'est pas en train d'être à l'agonie ou de pleurer tout le temps que ça veut dire que c'est facile. Des fois, j'ai vécu des situations où c'était excessivement tendu dans le salon, où est-ce que moi, j'adore mon travail. Il n'y a pas un matin que je me lève puis que je suis pas contente d'aller travailler. Mais des fois, sachant que une personne était là, j'étais mal, je savais pas comment réagir, je me posais plein de questions. Puis je suis sûre qu'il y a plein de monde à qui ça arrive. Et à chaque fois, je me dis, je me ferai plus jamais prendre. Dès que je vais voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs, dès que je vais voir qu'il y a quelque chose qui cloche, ben je vais réagir ou je vais discuter avec la personne, je vais ouvrir la communication, mais il va se passer quelque chose, je ne peux pas vivre comme ça. Mais c'est souvent relié à l'embauche. Je sais que les dernières années ont été vraiment difficiles avec la pandémie. Parfois, ben on avait pas le choix. On a engagé des personnes parce que c'était ça. On avait beaucoup de demandes dans les salons de coiffure. On était comme tellement occupés et depuis ça ne lâche pas, ce qui est une très très bonne chose. Par contre, la main d'œuvre qualifiée était peut-être pas toujours au rendez-vous. C'était très difficile d'attirer des gens, d'être assuré que ces gens-là soient vraiment alignés avec notre mission puis notre vision d'entreprise. Et parfois, on les a engagés en se croisant les doigts que ça se passe bien. Puis tant mieux si ça se passe bien, on est content. On a eu chaud, mais tant mieux, ça va bien. Puis parfois, ça va pas très bien. Et il faut se poser des questions en tant que propriétaire.
Il faut se rappeler que tout ce qui se passe dans notre salon, c'est notre faute, c'est notre responsabilité. Et s'il y a des situations qui sont désagréables, je suis pas en train de dire que c'est nous qui les avons créées ou que c'est le propriétaire qui a créé ça. Quand je dis c'est de notre faute, mais je dis ça un peu entre guillemets, mais c'est nous qui avons la responsabilité que ça se passe bien. Et s'il faut prendre des décisions difficiles, et ça s'appelle le courage managérial, ben il faut l'avoir, puis il faut être lucide, il faut se faire conseiller. Il y a beaucoup de choses. Je ferai un épisode à propos de ça aussi. Il y a tellement de sujets, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur notre sujet principal, qui est l'embauche. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous assure que la personne qu'on embauche est vraiment aligné puis qu'on va avoir, en bon français, un fit avec le restant de l'équipe. C'est primordial. Il faut que ça fonctionne. Donc, quelque chose qui n'est pas très populaire dans notre industrie, ce sont des descriptions de poste parce que quand on engage un coiffeur, on se dit, ben voyons, il sait ce qu'il a à faire. C'est un coiffeur, il a 6 ans d'expérience, on va dire. Il sait très bien quelles sont les tâches d'un coiffeur. Alors, on ne lui explique pas nécessairement. On va parler généralement du salaire, des horaires. Mais est-ce qu'on lui nomme clairement le statut du poste? Par statut du poste, je veux dire temps partiel ou temps plein. Est-ce que quand on engage quelqu'un, on lui dit clairement, ben voici, nous, on a besoin de toi, voici l'horaire et ça va être 2 soirs par semaine, par exemple, et un jour de week-end. C'est ça dont on a besoin dans l'entreprise présentement, pour ne pas que 2 semaines plus tard ou que quand vous lui proposiez son horaire vraiment final et la personne vous dise « Ah ben non, mais moi, je voulais pas travailler le samedi. » Je veux dire, ça m'est arrivé. Ou la personne le fait 3-4 fois, puis après ça, dit « Ben là, moi, c'est parce que je pensais que c'était juste au début. » Ou « Ah, finalement, ben je trouve ça difficile parce que mon chum, lui, est en congé le samedi, puis j'aimerais ça être en congé avec mon chum le samedi. » Écoutez, c'est très légitime. Il n'y en a pas de problème, mais c'est parce que l'avoir su dès le départ, on n'aurait pas continué ensemble. Donc, il faut que vous sachiez exactement c'est quoi vos attentes en tant que propriétaire. On se dit souvent, même moi, là, je vais souvent m'assurer que chaque personne est contente dans mon entreprise. Es-tu bien? Es-tu correct? Ça va bien? Tout ça, j'en parle avec mes gérants, j'en parle. Mais il faut aussi que nous, comme propriétaires, on soit contents et à l'aise avec ce qui se passe. Donc, il faut lui nommer le statut du poste, les qualifications minimum. Avez-vous vérifié les qualifications du coiffeur ou de la coiffeuse? Puis, je parle de coiffeur, coiffeuse, mais je parle aussi de réceptionniste ou même d'assistant coiffeur. Il faut peut-être, selon le type de salon, selon vos standards, que ce soit clair vos attentes envers la personne. Vous devez aussi lui communiquer la vision, la mission, les valeurs. Idéalement, on aurait aimé ça qu'il soit déjà sur votre site web et que la personne soit déjà au courant. Ça m'est déjà arrivé, je trouve ça assez extraordinaire. Donc, lui expliquer c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, c'est quoi les valeurs, les responsabilités clés du poste, c'est quoi qu'on va s'attendre de cette personne-là. Est-ce que c'est de faire tous les services, incluant des extensions, des soins lissants, du barbering, je sais pas, ça peut être ça. Ou ça va être vraiment de concentrer les énergies sur des balayages, de la coloration. Ça va être vraiment plus ça qu'on va s'attendre parce que c'est ça notre clientèle. Il faut aussi que la personne soit au courant. Parce que si quelqu'un vient travailler chez vous en s'attendant à avoir une grosse clientèle d'extension, par exemple, et que finalement, elle en fait 2 par année, bien, elle risque d'être déçue. Alors, vous devez vous dire quelles vont être les responsabilités clés, les attentes, les standards de votre compagnie aussi. Comment est-ce qu'on veut que les gens soient habillés? Comment on veut qu'ils parlent aux clients? Comment la consultation doit se dérouler? C'est toutes des choses qu'on doit avoir dans la description de poste. Et ça peut être déjà mis dans l'annonce. Donc, si vous utilisez une plateforme, par exemple, comme Indeed, vous mettez déjà la description de poste pour que les gens la lisent. Et en fait, s'ils appliquent, on ose espérer qu'ils l'ont lu. Et s'ils l'ont lu, ben s'ils appliquent en plus, ben c'est parce qu'ils sont au courant un peu là, de ça va être quoi en grande partie la job chez vous. Vous devez aussi établir quels sont vos standards au niveau du professionnalisme, à quoi vous vous attendez. Vous avez peut-être des attentes au niveau du type d'outils, au niveau de la propreté, au niveau du langage utilisé. Vous devez ça doit être clair comme de l'eau de roche pour ne pas que personne puisse ensuite de ça dire « Ah, ben je savais pas. Ah, ben elle me l'a jamais dit. » Non. Moi, j'ai un manuel d'employé pour l'entreprise qui, au début, faisait 20 pages. Aujourd'hui, si je me trompe pas, on est rendu à 63 pages. Tout est là.
Alors, quand on engage quelqu'un, tout est là. Les attentes, le type de consultation, qu'est-ce qui arrive quand il y a une plainte, comment on traite les plaintes, comment on traite les reprises. Tout est très, très, très clair. Alors ça, quand on engage quelqu'un, ça doit être, oui, ça prend du temps. Vous allez dire, mais Marie-Ève, j'ai pas le temps de faire ça. Moi, je travaille 50 heures en arrière de ma chaise. J'en peux plus, j'ai pas le temps. Puis si je lui donne puis qu'elle lit, c'est correct. Non, pas vraiment. Parce que il faut vraiment que vous soyez certain, qu'elle l'a lu, parce que ça se pourrait très bien que la personne vous dise, oui, oui, je l'ai lu, puis elle l'a pas vraiment lu. Et deux, qu'elle comprenne bien les éléments clés, vraiment vos attentes précises. Il n'y a pas de zone grise, tout est dit, tout est clair. Et donc, après ça, si la personne va un peu à l'encontre des attentes ou bien ne répond pas aux critères, bien là, vous allez avoir un outil sur lequel vous appuyez. Ça va être beaucoup plus simple que de juste dire, ouais, mais là, je n'avais pas dit ça. Moi, c'est sûr, mais là. Ou l'autre chose qui arrive aussi, puis ça, j'entends ça tout le temps, puis je le fais moi-même. Alors, tu sais, je veux dire, c'est qu'on se dit, ben voyons donc que telle personne ne fasse pas tel service ou elle adopte un comportement un peu qu'on va trouver qui fait pas de sens. Pour nous, ça fait pas de sens. Mais peut-être que pour elle, elle le sait pas. Deux, ça lui a jamais été demandé, ça lui a jamais été expliqué. Alors, nos attentes sont un petit peu parfois, je dirais pas irréalistes, mais sont pas claires. Alors, il faut pas se poser de questions pourquoi les gens n'agissent pas selon nos attentes si elles n'ont pas été communiquées. Maintenant, il y a tout le processus d'entrevue. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on devrait faire pendant le processus d'entrevue, ou en fait, c'est ça, durant la préparation de l'entrevue, c'est d'aller appeler les anciens employeurs, quelque chose qu'on ne fait pas. Puis là, les propriétaires, j'aimerais ça qu'on se parle parce que je trouve que des fois, puis même moi, avant, j'avais ce discours en me disant, ah ben des fois, ça n'a pas marché à quelque part, ça ne veut pas dire que chez nous, ça ne marchera pas. En effet, c'est tout à fait vrai. Donc, j'appelais pas. Par contre, je pense que si on a affaire à un propriétaire qui est amer ou qui voudrait nuire à une personne, je pense qu'on va le déceler. Maintenant, ça se peut qu'une personne, c'est comme je disais, ça n'a pas fonctionné dans mon salon à moi, mais ça demeure une bonne personne peut-être dans un autre type de salon, peu importe, je ne sais pas comment, mais je pense qu'on devrait vraiment plus appeler pour les références. Je crois que c'est des choses qu'on ne fait pas tout le temps. On va peut-être le faire pour des réceptionnistes, pour des coiffeurs très, très rares. Comme je vous dis, ça fait 17 ans que je suis en affaires. Si j'ai eu 2 fois des appels pour avoir des recommandations sur des anciens employés, c'est beau, je suis même pas certaine. Que je me rappelle vraiment. À part ça, j'en ai pas. Fait que de se préparer en amont, ça veut dire avoir un questionnaire clair, avoir appelé pour les recommandations, avoir lu le CV, fait que vous avez l'air déjà intéressé. Hein? Tu sais, si la personne arrive, vous dites OK, ben là, toi, t'es OK, ben parle-moi de toi un petit peu, puis là, vous cherchez dans vos papiers, puis là, finalement, je sais pas, il est où le CV? Rappelle-moi un peu où tu travaillais. Ben peut-être que vous n'avez pas l'air la personne ne se sent pas attendue. C'est pour ça qu'il faut prendre aussi le temps de faire l'entrevue. Je dirais qu'une première entrevue, quelque chose comme autour de 20 minutes, 30 minutes au maximum, c'est suffisant. Poser des questions, évaluer les compétences techniques ensuite de ça. Vous allez avoir à faire, surtout pour les coiffeurs, bien sûr, les esthéticiennes aussi, quand vous avez des esthéticiennes, il faut avoir une base de compétences techniques. Mais je vais souvent plus me poser sur le comportement, les valeurs, le type de personne, en me disant que les compétences techniques peuvent être apprises. Changer le comportement de quelqu'un, c'est très difficile. Si on n'a pas la même vision des choses, ça va être vraiment difficile. Donc, je pense que de se baser vraiment sur les valeurs d'humain, d'essayer de trouver quelqu'un qui a des aptitudes personnelles très développées et de communication, ça va être plus payant. Normalement, ces personnes-là vont être ouvertes à apprendre des nouvelles techniques que de trouver quelqu'un qui a des compétences techniques très, très fortes, mais qui a un comportement exécrable. Ça, c'est général. J'ai jamais vu que ça revenait, en tout cas pas dans le même salon. Peut-être que la personne peut avoir appris dans un salon ou dans une expérience de travail, OK, j'ai agi comme ça, j'ai mal agi ou quoi que ce soit, puis elle va ailleurs, puis elle ne reproduit pas, puis tant mieux, elle a appris de ça, puis c'est merveilleux, là. La vie, c'est fait pour ça, pour apprendre puis évoluer à travers les expériences. Mais si la personne reste
chez vous, puis continue de maintenir son point puis d'avoir un comportement exécrable, je veux dire, pour vrai, je sais pas pourquoi on se tiraille comme ça, là. Donc, il faut vraiment baser notre choix sur des qualités de cœur, j'aurais envie de dire. Même, ça peut avoir l'air un peu, c'est pas ésotérique, là, mais tu sais, d'avoir des qualités humaines et pour les compétences techniques, oui, on veut une base, bien sûr, c'est sûr qu'on veut quand même, mais après ça, que la personne soit ouverte à être coachée comme il faut, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, explorer la personnalité, l'attitude, faites-lui des mises en situation pour voir comment les personnes vont réagir à une plainte de client, par exemple, à un accrochage avec un collègue, si la personne a quelque chose sur le cœur par rapport à son employeur, comment est-ce qu'elle a fait pour aborder le sujet pour ne pas que ça reste en plan comme ça. Donc, expliquer les valeurs, les marches à suivre. Ça, c'est tout dans la première entrevue aussi, d'expliquer vraiment les grandes lignes. Comme ça, on ne perdra pas non plus notre temps après si jamais la personne, elle a pas, ça colle pas. Tu sais, ça se peut qu'elle ait lu la description de poste, elle arrive, elle se rend compte que finalement, c'est pas mon type mon type de salon finalement. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Puis on est mieux qu'on s'en rende compte avant qu'une fois que ça fait 3-4 semaines, des fois 3-4 mois que la personne est là. C'est plus difficile à prendre des décisions à ce moment-là, puis ça fait plus de dommages aussi. Prévoyez du temps pour répondre aux questions des candidats aussi. Fait que s'ils ont des fois, c'est un bon signe aussi quand ils ont prévu des questions à vous poser. Ça peut être un bon signe aussi. Parfois, moi, en entrevue, je me fais dire, finalement, tu as répondu à toutes les questions que j'avais. Parce que c'est assez précis, l'entrevue au complet, là, comment que ça se déroule. Donc, on va faire une première petite entrevue de 20 minutes. Ensuite de ça, si ça continue de bien aller, on va lui demander de revenir pour une deuxième entrevue. Puis moi, j'aime bien prendre une autre personne, puis ça peut être quelqu'un du staff aussi. C'est pas obligé d'être le gérant, la gérante ou quoi que ce soit. Des fois, même je suis même pas là pour la deuxième entrevue. Je le fais faire par 2 autres personnes. Et là, on est 3 là, à avoir quand même une vision. Parce que moi, comme propriétaire, je veux que ça fonctionne. Je veux que mon salon ait du monde. Je suis très positive. Puis des fois, ben, ça peut me jouer des tours parce que je veux vraiment que ça fonctionne avec la personne. Fait que, tandis que quand on a on mêle un employé à la discussion, ben lui il n'y a pas vraiment, il ne tient pas à avoir cette personne-là nécessairement. Il veut juste voir si, oui, ça fit avec le salon et peut-être va vous donner un petit peu l'heure juste. Puis en ayant la conversation, les 3 ensemble, après, vous pouvez vraiment mieux vous faire une tête sur est-ce que c'est une bonne personne pour notre entreprise. Fait que là, on a fait 2 entrevues. Si ça continue de bien aller, bien, c'est là qu'on passe pour l'évaluation des compétences techniques. On va vouloir voir que la personne passe 1, 2, 3, 4 heures aussi dans le salon pour voir comment elle se comporte aussi avec le restant de l'équipe. Comme je disais au début, c'est tellement un milieu qui est tissé serré, on est toujours dans la même pièce, l'énergie se ressent sur la clientèle que c'est important que la personne se sente bien. Puis moi, je leur dis toujours, je mets l'emphase sur le fait que moi, je veux que tu te sentes bien en venant passer 2, 3, 4 heures dans le salon. Puis ensuite de ça, je veux aussi que de notre côté, ben on ait une bonne impression. Fait qu'est-ce que tu travailles proprement? Est-ce que tu t'impliques? Est-ce que tu as l'air intéressé? Est-ce que tu souris? Ou on a une personne qui est tout à fait timide dans le fond du salon, qui bouge pas, puis qui a juste hâte que le 3-4 heures finissent d'observation ou de tests techniques. Ça va nous donner peut-être une idée que, bon, est-ce que peut-être c'est ça qu'on veut, puis c'est correct, mais c'est peut-être pas ça non plus. Alors, il faut voir un peu là, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Et quand on parle de revenus, je vous inviterais à essayer de plutôt parler de potentiel de revenus plutôt que de rester à cheval sur les commissions. Parce que, de mon point de vue, les commissions, c'est complètement désuet dans le sens où qu'on ait 50% ou 42% de commission. Moi, ce que je veux, si je suis une coiffeuse, ce que j'aimerais, là, c'est me dire, ben OK, je suis capable d'avoir un revenu qui est autour de 60 000 Je suis capable j'aimerais viser un revenu de 80 000 Parce que 50% de pas de clients, c'est zéro, là. Fait qu'il faut quand même se rappeler 42% de 25 nouveaux clients par semaine sur votre chaise, ben c'est plus que zéro. Fait que, est-ce qu'on est vraiment en train de s'obstiner pour un chiffre
qui, à la fin, va pas vous donner nécessairement plus de sous. Tu sais, je sais pas. Fait que comme propriétaire, j'aime bien parler plus de potentiel de revenus. Bien sûr, après, je vais parler de la commission, là, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas de cachette, mais je préfère qu'ils voient le potentiel de revenus avant de voir la commission parce que des fois, ça rebute tout de suite. Et comme on est habitué, là, c'est comme une norme. Tout le monde paye à 50 % là, puis ça, c'est ça. Puis quand tu payes moins que ça, les gens, ils sont frileux. Mais en même temps, si vous avez écouté mon dernier épisode, vous savez que c'est pas viable à long terme. Donc, il y a quelque chose ici. Il faut qu'on ouvre une discussion, la gang, là, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que ça se peut pas. Mathématiquement, ça ne tient pas. Alors, vous pouvez parler d'un salaire potentiel et aussi des pourboires qui sont estimés, parce qu'il faut quand même prendre en considération les pourboires. Je sais que vous allez avoir des pourboires partout où vous allez être, mais les pourboires vont souvent de pair avec la liste de prix. Donc, dépendamment du potentiel de revenu, la même chose. Si vous faites 50 % mais vous rentrez 1 200 $ par semaine, vous allez avoir, OK, oui, 600 plus le pourboire sur 1 200 $ de service. Mais si vous rentrez 2 300 à 42 %, vous allez aussi avoir le pourboire sur 2 300 et non pas sur 1 200, puis une pas mal plus grosse paye que le 600 $. Fait qu'il faut réfléchir à ça un petit peu. Et puis, je vous invite, propriétaire, à tranquillement modifier votre discours à cet effet-là. Ensuite de ça, une fois que tout va bien, on s'entend, c'est l'harmonie, bien là, il faut accueillir cette personne-là puis l'entraîner. Je vous conseille d'écrire chacune des étapes qui doit être vue. Nous, ça se fait sur plus de 8 jours. Donc, il y a une introduction à l'entreprise, la présentation à tout le monde, l'apprentissage du fonctionnement. Et ils doivent faire de la réception aussi pour voir comment ça fonctionne, les connaissances, les attentes du poste, l'apprentissage des services offerts, des techniques spécifiques. Si vous avez des façons particulières de travailler dans votre salon, il faut leur montrer. Si vous ne leur montrez pas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils sachent. Les pratiques des services sur les clients réels, le développement des compétences en vente. Donc, s'il y a des services spécifiques, vous pouvez leur faire pratiquer soit sur des clients réels, soit sur des marottes, si vous préférez. C'est comme vous voulez. Puis à la fin, bien, consolidation des connaissances, puis revoir un petit peu, reprendre du temps, s'asseoir, revoir. Est-ce que tu as des questions? Là, ça fait 6 semaines, puis après ça, il y aura le 3 mois aussi, là, après l'approbation. Est-ce que tu as des questions? Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment tu te sens? Puis vous aussi, donnez votre feedback. J'ai vu telle chose qui sont très bien. Selon moi, il y a ces 2 critères-là qui devraient être améliorés. Puis voici ce que je t'offre comme aide pour y arriver. Donc, l'importance de faire une entrevue d'embauche, de prendre son temps. Puis je pense que si on récapitule depuis le début de l'épisode, il faut se rappeler que l'important, c'est de prendre le temps. Et ça, mes amis proprios, là, vraiment, je le sais que vous êtes débordés. Je sais, j'ai été là. Je le suis encore parfois, mais la clé dans ça, c'est d'apprendre à déléguer, d'apprendre à avoir de l'aide et de prendre le temps parce que vous ne serez pas plus avancé si vous sautez ces étapes-là, vous engagez rapidement, puis dans 3 mois, vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui soit ne correspond pas aux attentes, soit nuit à l'ambiance de votre entreprise. Ça peut être extrêmement dévastateur. Donc, il faut vraiment prendre le temps puis analyser, c'est trop important. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a allumé 2-3 lumières. Je vous invite à m'écrire, me poser des questions si vous en avez. Et je vous invite aussi à me suivre sur Style et Stratégie, le groupe Facebook privé. Allez suivre ma page Instagram à Marie-Meds et allez voir les notes, l'article de blog relié à cet épisode sur mon blog styleetstratégie.com. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.